Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. La majorité sur la proposition de la société civile comme professeur Babacar Gueye et Mazid Ndiaye assistés par des universitaires pour diriger la commission indépendante du dialogue politique. Le camp de Macky Sall réagit. Les 6 milliards de bénéfices du port autonome de Dakar et le jubilé du directeur général. Il n'y a pas de quoi s'auto-glorifier selon des économistes. Aboubakar Sadir Bey, plutôt attendu sur la sécurité et sur l'attractivité du port. Le feuilleton judiciaire Marcel Mendy Hussein Habré se poursuit. L'ancien président tchadien vient de servir aux journalistes écrivains une citation directe pour diffamation et injure publique. Des réformes en cours pour l'obtention des permis de conduire, une annonce de l'ancien directeur exécutif de la nouvelle prévention routière, l'examinateur supprimé et des séances de conduite dans la circulation, entre autres mesures. Le grand journal, les actualités internationales, Georges Detchidiop. Le Mali endeuillé par des inondations, 15 morts après une forte pluie hier à Bamako. 7 morts et 44 blessés dans des affrontements interethniques en Côte d'Ivoire, affrontements entre Baoulé et Djoula. Au Niger, l'État islamique revendique la mort de 28 soldats. C'est à travers sa branche du Sahara, l'État islamique du Grand Sahara. Les sports, Malal Junior Diagne, qui sera le menu. Dernière journée de la Ligue 2 sénégalaise, bataille à distance entre Djambar et EJ Fatick. À 2 points de distance, les joueurs de Fatick vont tenter de devancer Djambar qui lutte pour revenir dans l'élite. Basketball, après 2 défaites en play-off, Louga Basket sonne la grande mobilisation. Les Ndiambour veulent battre l'équipe de l'ASFA pour se relancer dans cette deuxième partie du championnat. À suivre la chronique du vendredi, Charles Faye, la revue de presse Georges Detchediop et en fin d'édition, le journal du Ramadan Nafissatou Silla. À la technique de ce grand journal, il y a Aliouba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Binta Diallo. Dialogue politique après que les partis sont tombés d'accord sur la mise en place d'une commission cellulaire dirigée par une personnalité neutre. Les choses s'accélèrent et la société civile n'a pas mis du temps pour faire des propositions. Professeur Babacar Gueye et Mazid Ndiaye assistés par des universitaires. La majorité dit ne pas s'être encore concertée sur la question, sont plénipotentiaires aux discussions sur le dialogue politique. Cher Sarr avec Barthélémy Ngom. Je voudrais quand même faire une première précision sur la dénomination du cadre. Nous avons dit hier à la concertation que la majorité est d'accord pour que le comité qui réalise le dialogue politique soit dirigé par une ou des personnalités indépendantes. Mais nous ne savons pas exactement quel est le contenu qu'on est en train de mettre dans une commission cellulaire. En tout cas, la proposition que nous avons reçue de la Direction générale des élections hier propose qu'on appelle le cadre de discussion, cadre de concertation sur le processus électoral. Et nous sommes d'accord que ce cadre devrait être présidé ou facilité, si vous voulez, par des personnalités indépendantes. Nous connaissons Babacar Gueye, nous connaissons Majid, évidemment, pour tout ce qu'ils ont fait pour ce pays-là. Et nous travaillons ensemble parce que sur la matière politique, la société civile et les partis politiques travaillent ensemble d'une manière permanente. Mais j'avoue, je ne peux pas me prononcer sur eux parce qu'il n'y a pas encore de réunion de la majorité entre hier et aujourd'hui pour apprécier ces personnalités-là. En tout cas, nous les connaissons et nous ne pouvons pas, a priori, en fait, dire que nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Mais on n'a pas de fixation, nous. D'ailleurs, hier, on l'a dit à la rencontre. Nous laissons à l'opposition de nous faire des propositions qu'on discutera. Mais en tout cas, la majorité est dans les dispositions de dialoguer, pour qu'on trouve les véritables solutions aux problèmes qui vont être posés. Alors qu'il vient d'être débouté par le tribunal de Dakar par rapport au livre de Marcel Mendy dont Hussein Habré réclamait son interdiction de parution, l'ex-chef d'État tchadien revient à la charge en servant une citation directe aux journalistes écrivains pour diffamation et injure publique. Le concerné dit qu'il en rit et promet d'organiser sa défense. Au micro de Mohamed Ali Mouba. Mais que voulez-vous que je dise? J'en ris parce que c'est complètement
farfelu. Les motifs qu'il a invoqués ne reposent sur absolument rien du tout parce que le but visé, c'est de me mettre en mal avec l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, parce qu'il a cité quelques passages de mon livre où je parle de Abdou Diouf, les conditions dans lesquelles il a accueilli au Sénégal. Il veut me mettre aussi en mal avec la famille Tidiane de Tivaouane en évoquant ses relations passées avec les défunts khalifes dont j'ai parlé dans le livre, etc., etc. Bon, mais à mon avis, c'est par pure peur. Ah non, c'est lui qui m'a attrait devant le juge. Naturellement, je vais me défendre. Ça, faut pas qu'il pense que je vais me laisser faire. Hussein Habré réclame également 200 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à Marcel Mendy. Ce dernier a écrit un livre après le procès de Dakar intitulé « Affaire Habré entre ombre, silence et non-dit ». Aboubacar Sadir Bey a-t-il mieux géré le port autonome de Dakar que Cheikh Kanté? 6 milliards de bénéfices pour l'exercice 2017-2018, un record selon le DG. Mais de l'avis des économistes, ce n'est pas mal. Le port de Dakar aurait pu mieux faire. Donc, il n'y a donc pas de quoi s'en glorifier. Sécurité et attractivité, c'est plutôt le défi à relever par Bey Mohamed Ali Mouba. Mohamed Ali Bouba, que nous allons retrouver dans un instant sur la dernière sortie du directeur général du port autonome de Dakar. La question est de savoir si Aboubacar Sadir Bey a-t-il mieux géré le port autonome de Dakar que Cheikh Kanté. 6 milliards de bénéfices pour l'exercice 2017-2018, un record selon le DG. Mais de l'avis des économistes, ce n'est pas mal, mais le port aurait pu mieux faire. Donc, il n'y a donc pas de quoi s'en glorifier. Sécurité et attractivité, c'est plutôt le défi à relever. Mohamed Ali Mouba. L'enseignant-chercheur en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Maïssa Babou, ne dénie pas au directeur général du port ses résultats satisfaisants, mais il demandait mieux. Aboubacar Sadib Bey aurait pu mieux faire. Le port de Dakar en tant que poumon économique du pays, 9 milliards, c'est pas grand-chose. C'est un bon début. Et puis, il faut qu'on commence aussi à bien travailler dans ce pays-là. Parce que quand il est arrivé le nouveau directeur, on se rappelle qu'il avait mis d'or, je crois, plus de 450 contractuels à ne rien faire de Cheikh Kanté. Tout ce que Cheikh Kanté avait fait comme acte politique qui minait l'avenir du port était peut-être en train d'être corrigé. Bon, vivement que cette correction donne plus de dynamisme, surtout sur les délais des conteneurs, sur la douane aujourd'hui qui s'est complètement digitalisée. Je crois qu'il y a des facilités. Professeur Mounirou Ndiaye va plus loin dans le diagnostic. L'enseignant-chercheur à l'université de Thiès estime que les bénéfices sont bien, mais dans une entreprise publique, ce n'est pas l'essentiel. C'est un peu incongru de parler de bénéfices même, parce que le bénéfice pour une entreprise, c'est normal, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais remontez même dans les contrats de plan. Dans les contrats de plan qu'on signait au Sénégal dans le cadre de la gestion publique à l'époque de Senghor ou de Abdou Diouf, on ne se focalisait pas sur les bénéfices. On essayait d'avoir des objectifs d'efficacité, de productivité, d'atteinte de la cible, de service public, de satisfaction de l'usager. Aujourd'hui, les défis sont immenses et le manque à gagner aussi. Il faut repositionner le port autonome de Dakar. Exactement, nous avons les ports au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Cotonou, qui concurrencent fortement le port de Dakar aujourd'hui. Il n'y a aucun autre problème géopolitique. Je me rappelle que même en 2014, il était dit qu'il y avait un navire qui avait été attaqué sur l'océan Atlantique. Vous voyez, tout ça, ce sont des défis qui peuvent jouer. Donc, je pense que le port de Dakar aujourd'hui est interpellé par tous ces défis-là. Les défis de la sécurité, les défis de l'efficacité, de la productivité, du service à l'usager. Le directeur général du port de Dakar assure avoir fait des résultats exceptionnels grâce à l'engagement et à l'expertise des portuaires. 9 milliards de bénéfices, un record. Mais aucun mot sur la place du port autonome de Dakar dans la sous-région, un port fortement concurrencé par les ports d'Abidjan et de Cotonou. Le top 10 des ports en Afrique, Mohamed Ali Mouba place le port de Dakar 9e, donc à l'avant-dernière place. Sécurité routière vers des changements dans l'examen pour l'obtention du permis de conduire. La présence de l'examinateur va être supprimée et des séances de conduite dans la circulation intégrée. Selon Maktar Faye, le ministère du Transport a déjà des dispositifs matériels pour cette réforme. L'ancien directeur exécutif de la nouvelle prévention routière était l'invité de RFM Matin. Maktar Faye d'abord sur ce qu'il faut faire
pour lutter contre les accidents de la route. L'urgence est non seulement dans la formation, mais l'urgence également est dans le binôme contrôle-sanction. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme on a constaté que la plupart des accidents de la circulation, c'est plus les chauffeurs de transport public de voyageurs qui sont impliqués dans ces accidents, je pense qu'en fait, il faudrait peut-être les reprendre dans une formation post-permis pour faire de sorte qu'ils prennent conscience du danger qui les guette sur la route et faire de sorte également qu'ils puissent développer un comportement responsable et citoyen sur la route. Aujourd'hui, dans le cadre de notre plan stratégique quinquennal, voulons, nous, assureurs, développer un partenariat avec l'État pour voir comment mettre en place un centre national de formation pour les chauffeurs professionnels, y compris même les chauffeurs de l'administration. Parce que cette formation-là permet non seulement d'acquérir des connaissances, des compétences, mais également d'être beaucoup plus conscient et de faire appel au sens de la responsabilité du conducteur. Qu'est-ce qui va à la finance? Il y aura la participation des assureurs, mais également la participation de l'État. Qu'en est-il de cette facilité dans l'obtention du permis? C'est vrai qu'on n'a guère cessé de le décrier, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles dispositions qui sont déjà mises en place par la direction des transports terrestres, à savoir, aujourd'hui, les candidats ne seront plus en contact avec les examinateurs, ils seront dans une grande salle avec des boîtiers et ils répondront directement aux questions. Et on reviendra également à l'ancien système, au lieu de simplement de faire un créneau, mais avec l'examinateur, vous allez faire de la circulation avec des démarrages en côte, voir comment manœuvrer dans une circulation, et je pense que ça c'est très important. Pour moi, RFM c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Il est 12h11 et vous suivez le grand journal sur la radio de toute l'actualité. La construction du pont reliant Rosso-Sénégal et Rosso-Mauritanie ne fait pas que des heureux. Les piroguiers qui s'activent dans la traversée ne disent pas le contraire. Ils demandent des dédommagements avant le démarrage des travaux. Mamadou Diagne. On n'a rien, on n'a que sur le traversée pour partir à nourrir nos familles. Nous sommes fatigués, on n'a rien. Ils sont plus de 300 piroguiers qui s'activent dans la traversée entre le Rosso-Sénégal et Rosso-Mauritanie. Leur activité est aujourd'hui menacée à cause du projet de construction d'un pont reliant les deux Rosso. Ils disent non à une activité de substitution et réclament un dédommagement. Bounagnan est leur secrétaire général. Si j'avais les moyens, aujourd'hui, on va poser le pont. Parce qu'en voyant la veille du Magal, la veille du Nimjat, les cérémonies, les malades qui quittent Rosso bien qui quittent Rosso pour rejoindre de l'autre côté, parcourir Dakar à Rosso, qui fait parcourir Dakar à Rosso avec 4 heures de temps, venir à Rosso pour faire 12 heures de temps pour traverser, ça c'est inadmissible. Moi, ce que je souhaite pour le pont, je suis entièrement d'accord qu'on pose le pont à Rosso. Mais après le pont, il faut étudier les conséquences après le pont. Les jeunes qui étaient ici en train de travailler, que va devenir demain leur sort? Je demande que l'État revoie la frontière envers les piroguiers qui sont ici en train de faire la trafic de traversée. Ces jeunes-là, avec l'arrivée des ponts, on doit chercher quelque chose dès maintenant pour les organiser. On ne nous a jamais de demande. Entre autres doléances, ils réclament des subventions pour l'acquisition de gilets de sauvetage, devenu rare dans cette zone. Si on utilise les gilets, mais il y a beaucoup de gilets qui sont ici, mais ces gilets-là sont permis. Même si l'État nous aide à nous renforcer des gilets, en donnant encore des gilets, nous sommes très, très contents de cela. On demande l'aide de l'État, que l'État nous aide. Ces piroguiers réclament aussi des financements auprès du président de la République pour le développement de leur activité. Une activité qui, selon eux, ne leur permet plus de joindre les deux bouts. Richard Toll, Mamadou Diagne, pour la Radio Futur Média. Mamadou Diagne, le maire de Rosso-Sénégal, réagit positivement d'ailleurs. Les procédures de dédommagement sont en cours. Il demande juste de la patience aux piroguiers. Cheikh Gueye, au micro de Mamadou Diagne. Par rapport au pont, on avait depuis très longtemps discuté du dédommagement concernant les piroguiers. Parce que c'est vrai que dans les autres activités, ils ont déjà pris une avance par rapport aux piroguiers. Parce que eux, ça leur concerne directement. Ils vont commencer bientôt à démarrer les travaux, ce qui effectivement impose le dédommagement et l'application des mesures qui ont été prises par ces services concernés. Maintenant, le problème des piroguiers, c'est qu'il était question de dédommagement soit par activité, soit par espèce. Les acteurs ont préféré le dédommagement par espèce, ce que les bailleurs n'ont pas accepté. C'est vrai qu'avec l'appui du gouverneur, ils ont proposé quand même de réfléchir un peu à la question pour leur permettre en tout cas de les dédommager en espèces, pour qu'ils puissent vraiment partir ailleurs et mener d'autres activités. Ce n'est pas encore arrêté définitivement, mais quand même les services qui sont actuellement sur place en train de réfléchir, de reposer en tout cas les questions, sont en phase avec nous. C'est vrai que le port des gilets devient une obligation maintenant, dans toute forme de traversée. Nous, comme d'habitude, on a eu à le faire il y a de cela 2 ans. On les avait accompagnés à hauteur de 100 gilets pour un montant de 500 000 francs, ce qui n'était pas prévu dans notre budget.
C'est vrai qu'on a une ligne de subvention qui est destinée au mouvement associatif. On verra avec le bureau municipal, vraiment dans l'urgence, il y a une possibilité de voir un promoteur ou un fournisseur qui pourrait peut-être nous fournir un petit matériel en attendant qu'on puisse être dans les dispositions pour le régler. Je pense que c'est ça, sinon il n'y a pas en tout cas autre chose qui nécessite vraiment des comportements qui vont dans le sens d'un point de désaccord ou d'un point qui n'a pas été discuté. Les promesses du chef de l'État à l'endroit de Ama Sénégal, Macky Sall avait annoncé lors de la campagne électorale un plan social pour les travailleurs, toujours rien. 3 milliards que les agents de l'ex-Ama Sénégal réclament depuis lors aux autorités en guise de droit après la liquidation de la société de nettoiement. Doudou Sarr, représentant des travailleurs de l'ex-Ama Sénégal, au téléphone de Barthélémy Ngom. C'est lors même de la fermeture de cette campagne électorale à Guédiawaye que le président avait promis, et il les avait cités nommément, des sociétés comme la SIAS, l'Ama Sénégal et Sotrag. Il va devoir bien sûr qu'on leur fasse bien sûr un plan social, et il avait promis de payer le passif social. Et récemment, lors du défilé du 1er mai, quand le Cheikh Diop, le secrétaire général de la centrale FC, a posé le problème encore, il a bien dit que bien entendu que le problème était sur sa table. Et vous savez que simplement pour vous rafraîchir la mémoire, le problème dure plus de 25 ans. La presque totalité des sociétés ont déjà capitalisé plus de 15 années de patience. La Sotrac 25 ans, Ama presque 14 ans. Donc pour ne citer que cela, et la liste est loin d'être exhaustive. Ce qu'on fait aujourd'hui quand même, ce n'est pas de la pression, mais c'est juste pour demander, rappeler au président de la République véritablement sa promesse. Parce que ces travailleurs-là, véritablement, sont des travailleurs qui sont socialement très lourds et qui continuent à réclamer désespérément leur but. Et aujourd'hui, ce sont des travailleurs qui ne parviennent plus à satisfaire même le minimum vital, qui est le plus bas niveau de vie qui permet à l'homme de vivre et de faire vivre sa famille. Et nous sommes véritablement dans le désarroi. Et pourtant, c'est des Sénégalais qui sont là et qui ne peuvent plus aujourd'hui lancer des pierres. Ils ne peuvent plus faire des marches parce que la presque totalité d'entre eux sont des sexagénaires, c'est-à-dire qu'ils sont âgés plus de 60 ans. Alors c'est en ce mois béni de Ramadan qu'on lance un dernier cri de détresse au président de la République pour qu'enfin, vraiment, le dossier de ces sociétés puisse reconnaître véritablement leurs épilogues. À mois de fast-track, le président est certainement à l'écoute des ex-travailleurs de Ama Sénégal qui réclament le plan social qu'il avait promis lors de la campagne électorale. Le désencombrement à Dakar, des opérations menées dans la capitale par le ministre de l'Urbanisme en centre-ville. Retour sur les lieux quelques jours après, le décor est resté le même. Des citoyens rencontrés appellent à un suivi des travaux. Reportage Oumou Kalsoumni. Sur le boulevard de la République, pas grand-chose. Après les opérations de désencombrement, rien n'a changé. Un homme sous l'anonymat rencontré sur les allées du boulevard prie pour que la mesure s'applique avec beaucoup plus de rigueur. On doit continuer ça, mais c'est ce que tout le monde souhaite, pour qu'on le suive de très près, au jour le jour, pour que la circulation va devenir un peu plus fluide et les passants vont marcher sur le trottoir. Désencombrer les artères de la ville, un défi à relever. Mais dans ce combat, le soutien des populations est important. Cheikh Sarr, marchand, invite les autorités à prendre des dispositions nécessaires pour que les gens n'encombrent plus les rues. Pour le suivi, ça dépend de l'État. Ce sont les autorités qui doivent prendre certaines mesures pour éviter le désordre. Ils doivent faire appliquer la loi pour amener les gens à respecter certaines règles. Par exemple, interdire les stationnements dans les artères et autres. Dakar Centre respire et change petit à petit de visage. Les endroits visités sont décongestionnés et les populations rencontrées prient pour que ça continue. Super Andayan, c'est à Diourbel ce matin. Le corps de Gorgui Sarr, un commerçant âgé de plus d'une quarantaine d'années, a été découvert dans le garage de son véhicule. S'est-il suicidé ou a-t-il été tué? Personne ne sait. L'enquête ouverte par la police va élucider l'opinion Babacar Diouf. C'est tôt le matin après le repas de Khadr que les membres de sa famille ont entendu une détonation aux environs du garage de son véhicule. Sur place, ils découvrent le corps sans vie de Gorgui Sarr, la quarantaine révolue. Une balle d'une arme à feu
de type artisanal lui a percé la nuque. Qui l'a tiré, c'est lui ou quelqu'un d'autre. Seule l'enquête ouverte par la police de Diourbel pourrait en dire davantage. Gorgui Sarr est père de 4 enfants, il a 2 épouses. Commerçant de son état, la victime habite le quartier Ndayan de Diourbel. Selon nos sources, Gorgui avait l'intention de jeûner ce vendredi, puisqu'il a pris le khud avec ses 2 épouses. S'est-il suicidé ou a-t-il été victime d'une agression? Des questions encore sans réponse. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Binta Diallo. En Côte d'Ivoire, des affrontements interethniques font plusieurs morts à Béouni, à 60 km de Bouaké. Selon l'AFP qui cite des sources policières, il y a eu 7 morts et 44 blessés. Hier, le préfet de la ville avait annoncé un bilan de 3 morts et 40 blessés et décrété un couvre-feu de 18h à 6h GMT. Ces violents affrontements ont opposé les populations autochtones baoulées aux halogènes Dioula, ressortissants du nord, et ils ont commencé mercredi à Béoumi, vous l'avez dit, dans le centre du pays. Au Mali, une forte pluie fait plusieurs victimes. 15 morts hier dans des inondations à Bamako, 2 blessés enregistrés. Les autorités ont aussi noté d'importants dégâts matériels. Le bilan est provisoire. Selon un communiqué du gouvernement, les équipes de recherche et de sauvetage sont sur le terrain pour porter secours aux populations dans de nombreux quartiers submergés. Au Mali toujours, c'est 4 militaires qui ont été tués par des djihadistes présumés. Selon l'AFP, ils sont tombés dans une embuscade hier dans la région de Mopti. Niger, l'État islamique revendique l'embuscade dans la région de Tillabéri. C'est dans un communiqué que l'État islamique au Grand Sahara a revendiqué l'attaque qui a coûté la vie à 28 soldats nigériens. L'organisation islamiste déclare que ses combattants ont pris pour cible un convoi de l'armée nigérienne dans le village de Tongo Tongo, tuant ou blessant 40 soldats. Le président Issoufou a décrété 3 jours de deuil national. Le ministre de la Défense, lui, a fait savoir que les soldats poursuivaient des combattants islamistes qui avaient tué un soldat dans l'attaque d'une prison au Niger. Et au Soudan, Georges, l'Alliance pour la liberté et le changement appelle au retrait des barricades dans la capitale. Un appel lancé après la suspension des négociations avec le Conseil militaire. Il y a dit Maguette Ndiaye. Pendant que le Conseil militaire et les dirigeants de l'Alliance de l'opposition soudanaise tentaient de trouver un accord sur la composition d'un conseil souverain chargé de diriger la transition, les manifestants avaient encore érigé des nouvelles barricades à Khartoum. Cela ne convenait pas aux gradés de l'armée. Selon les dirigeants de l'Alliance pour la liberté et le changement, les militaires ont suspendu dans la soirée les discussions sur la formation des institutions devant conduire le pays à un pouvoir civil suite aux nouvelles manifestations qui ont eu lieu à Khartoum. L'Alliance de l'opposition soudanaise a donc appelé ses partisans à se retirer de certaines rues. Les dirigeants de l'Alliance ont publié une carte délimitant la zone autour de l'état-major militaire. Selon eux, les barricades peuvent rester en place. De nombreux barrages routiers ont été levés au-delà de cette zone, mais il en reste, selon un journaliste de la BBC. Certains diplomates et responsables d'ONG déplorent cette situation. L'affaire Big Malion en France, l'ancien président Sarkozy va vers un procès. Nicolas Sarkozy, débouté par le Conseil constitutionnel, il a rejeté une question prioritaire déposée par l'ancien président pour faire annuler son renvoi en procès en correctionnel pour financement illégal de sa campagne électorale. Sarkozy a déjà été sanctionné pécuniairement selon RFI, sanctionné donc en 2013 après le rejet de ses comptes de campagne présidentielle de 2012 par les instances de contrôle. Et l'on termine par cette information au Vatican. Le pape François a accepté la démission d'un évêque brésilien, Monseigneur Wilson Diaz de Oliveira. L'annoncé du Saint-Siège dans un communiqué, le prélat fait l'objet d'une enquête dans son pays pour soupçon de couverture d'abus sexuels et d'extorsion de fonds. Merci beaucoup Georges. RFM Sport.
Bonjour Malal Junior. Bonjour Binta Diallo. Lutte pour la montée en Ligue 1, Djambar et EJ Fatick visent le même objectif. À 2 points d'écart simplement avec Djambar qui en a 47 avec donc 2 points d'avance sur EJ Fatick qui en compte 45 pour cette dernière journée. Les deux équipes vont devoir batailler ferme pour espérer donc retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Comment on doit préparer cette rencontre, comment les deux équipes doivent jouer pour gagner et essayer d'atteindre leur objectif. Tassirou Diallo, l'un de nos consultants, a tenté de répondre à cette question. Il est avec Sodacham. Bon, se comporter, de faire ce que ils avaient fait depuis le début du championnat, jouer sans compter sur le résultat de l'autre. Parce que en sport, aussi tu ne peux pas jouer en même temps calculer le résultat de l'équipe adverse. Donc dans la tête, faire tout pour gagner et continuer là. Je crois qu'actuellement, l'une va rencontrer la Renaissance, l'autre, je crois, va rencontrer Africa Promo. Le problème, c'est-à-dire que ces équipes aussi sont des équipes qui sont déjà assurées de leur maintien. Et ils vont jouer pour la forme, parce que aussi ils vont faire tout pour ne pas tricher et garder leur standing. Je crois que c'est ça qui est logique, mais aussi de ne pas lever les pieds. De ne pas lever le pied. Alors, EJ Fatick va se déplacer pour défier l'équipe de Africa Promo, alors que Djambar va recevoir sur ses terres au stade Fodé Wade à Saly la Renaissance de Dakar. L'autre équipe de Fatick Diamono va jouer contre Amitié FC. Yogo, qui est déjà condamné, va jouer contre l'équipe de Guédiawaye Football Club. Le Duc défie le Snaps Excellence, qui est déjà promu en Ligue 1 et leader de cette deuxième ligue du Sénégal. Le Port Autonome de Dakar jouera contre l'équipe de Kermadior au classement avec 50 points. Snaps Excellence est toujours leader à la première place avec donc 3 points de plus sur Djambar qui en a 47 et 5 sur EJ Fatick. La Ligue 1 sénégalaise va également jouer ce samedi. Oui, Malal. La dernière journée de la Ligue 1. Voilà Binta, avec au programme Djaraf qui est deuxième au classement contre Dakar Sacré-Cœur. Génération Foot déjà sacré contre l'AS Douane. Teungueth FC qui joue pour finir sur le podium, joue contre l'équipe de Ndiambour de Louga. Le Stade de Mbour défie l'US Gorée. L'équipe de Mbour Petite Côte joue contre l'AS Pikine. La suite est prévue dimanche Binta. Basketball, Louga Basket veut se relancer en play-off. Après 2 défaites lors des 2 premières journées des play-offs, les Lougatois sonnent la grande mobilisation. Objectif, battre l'équipe de l'ASFA pour se maintenir dans la course à la qualification aux demi-finales des play-offs. Cela passe par une grande mobilisation, nous dit Abraham Paul Pouy depuis Louga. Louga Basket Club, LBC, prépare son match contre l'ASFA. Ce dimanche au stadium Marius Ndiaye, une rencontre à gagner pour se relancer pour les playoffs. Après 2 défaites de suite, Ababakar Saho est le coach adjoint. Par rapport à l'ISO, surtout, on a eu un problème de réussite au tir. On a joué un match très défensif, mais quand même, on a eu des paniers faciles qu'il fallait mettre. Contre la Douane, on a fait une bonne première mi-temps. Le score est de 6 points de différence. Mais malheureusement, au 3e quart-temps, 4e quart-temps aussi, on a manqué un peu de défense. Mais c'est des équipes quand même qu'on pouvait battre quand même. Pour y arriver, le coach adjoint met l'accent surtout sur la défense et le physique de ses joueurs. L'objectif cette année, c'est de se qualifier au moins pour une finale, que ce soit en championnat ou bien en Coupe du Sénégal. Bon, pour le championnat, ça commence à être très compliqué, mais c'est encore possible. Il suffit de travailler et d'y croire. Voilà, on travaille sérieusement sur le plan défensif, sur le plan physique. Il nous a donné des consignes de travail et nous sommes en plein dedans. Louga Basket Club joue actuellement les playoffs sans son entraîneur principal, Madien Fall, en Europe pour une mission de supervision de potentiels joueurs pour la Coupe du Monde. U19, Abraham Paul Pouy Louga, Radio Futur Média. Abraham, au programme de cette journée des playoffs chez les garçons, l'AS Douane joue contre l'équipe de Ville de Dakar, Duc Défi. L'Union sportive de Ouakam et Saint-Louis Basket Club reçoit Saltigué à Saint-Louis. Chez les dames, la GIA défie l'Université Gaston Berger. L'AS Ville de Dakar, toujours invaincue. Chez les filles, joue contre les Flying Stars. Asfo contre UCEPT. Debalak joue contre Isaac Sport Binta. Malal Junior déjà tenaillé par la fin. Non, par le manque de sommeil.
Du courage, cher ami. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi, Charles Faye. Ce qui n'est pas si mal. Tout le monde y adhère, même si d'aucuns y mettent un bémol. Il est vrai qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, d'autant que le consensus sur les règles du jeu est le plus dur à obtenir de nos gouvernants, qui ont toujours un tour de passe-passe d'avance. Mais comme le soutiennent les démocrates, il faut que la démocratie se nourrisse de ses contradictions et que le dissensus reste la condition de toute reconnaissance sociale. Ce qui fait du reste que le dialogue politique n'est plus la seule affaire des politiques. Il devient aussi celle de la société civile, dont la migration du statut d'observateur à celui de partie prenante s'érige désormais en absolue nécessité. Que de changements de vitesse en perspective sous Macky 2, me diriez-vous? La preuve, 24 heures seulement après la réponse positive du premier classé du C4 de la présidentielle de février dernier, en l'occurrence Ndamal Kadior le Sek Idrissa, le sympathique Nyang Madike, le pur Issa et El Phénoméno Sonko ont donné cutus, non sans condition toutefois. Chat échaudé craignant eau froide, les voilà qui demandent à l'impérieux Macky, détenteur de l'impérium, d'appliquer toutes les décisions issues du dialogue, à prendre ou à laisser. Et pour être en phase, ce n'est qu'en respectant les termes du jeu démocratique que le Macky sera un président impérial sortant. L'autre condition posée par l'opposition sortie du bois s'entend aussi, celle notamment de la mise en place d'une commission paritaire composée de personnalités neutres et indépendantes s'il s'en trouve. On, indéfini, dira que ce ne sont pas les profils qui manquent, encore faudrait-il dire à on que choisir, c'est trier. Or, dans tout choix, il y a une dose d'objectivité, mais aussi de subjectivité. Je ne vous dis pas le feuilleton du faste choix. Koucha s'en délectera. Au moment où opposition et pouvoir discutent des termes du dialogue politique, en terre parisienne, jaunie par les gilets de la revendication sociale, président Sall s'illustre dans le maquis extrémiste avec ses pairs pour barrer la route aux terroristes. Comme quoi, chacun son dialogue, mais comme quoi aussi, chaque conciliabule son prix. Le maquis saura-t-il se mettre au-dessus de la mêlée? Qui vivra verra. Juma Moubarak et bon week-end à tous. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est l'affaire de Georges Déthié Diop. Le dialogue politique sous d'heureux auspices. Le pouvoir est favorable à la mise en place d'une commission indépendante pour diriger les concertations. Une des conditions de l'opposition qui a boycotté la rencontre d'hier. Le journal Le Quotidien qui précise par ailleurs que le Front de résistance nationale attend l'autre revendication, l'engagement du chef de l'État d'appliquer les conclusions de ce dialogue. Ce qui fait dire à Vox Populi que la balle est dans le camp de Macky Sall quant à l'engagement du président d'appliquer les conclusions issues de la concertation. Mais comme le pouvoir a accepté la désignation d'une personnalité indépendante pour diriger les travaux, tous les journaux y vont de leurs commentaires. Le quotidien parle de premier acquis du FRN. Pour Tribune, l'opposition fait reculer Macky. Selon Vox Populi, le pouvoir cède à la pression de l'opposition. Quant à l'AS, il affirme que l'opposition obtient la tête de Aly Ngouille Ndiaye. Il ne va pas assurer la modération du dialogue national. À ce propos, le journal Le Quotidien nous apprend que la société civile propose une coprésidence Babacar Gueye, Mazid Ndiaye assisté d'universitaires. Un tandem qui, selon mon confrère, ne fait l'objet d'aucune objection de la part du FRN. Un constat d'enquête ce matin, il est relatif aux prochaines élections locales. L'opposition et le pouvoir filent tout droit vers des concertations dont la principale conséquence risque d'être un report obligatoire des locales. Le journal croit savoir que le parrainage, la révision exceptionnelle des listes électorales, les délais de dépôt des listes sont autant d'obstacles sur le chemin de ces élections prévues en décembre. L'expert électoral Ndiaga Sylla se prononce sur le sujet et confie à Enquête que le fait de ne pas avoir fait la révision exceptionnelle des listes entre fin avril et début mai rend impossible l'organisation du scrutin. L'actualité politique et la crise au Parti démocratique sénégalais, le sujet fait la une de l'Observateur qui lui consacre un dossier. Selon le journal, le navire libéral est en eau trouble et le péril vient de Doha. L'Obs affirme que Karim Wade est pointé du doigt et présenté comme le plus grand diviseur commun. Mon confrère qui explique
Comment Karim a isolé son père pour imposer ses décisions fait état d'une tentative de karimisation du PDS, le Parti démocratique sénégalais qui, de l'avis de Momar Thiam, docteur en communication et marketing politique, le PDS est dans une sorte de nébuleuse. Il ajoute qu'au sein du parti, il y a une sorte de rébellion qui ne dit pas son nom. Économie à présent avec les performances du port autonome de Dakar. Les Échos et Le Soleil parlent de chiffres records pour l'exercice 2018. Entre autres, un bénéfice brut qui passe de 2,1 à 9,1 milliards de francs CFA. L'encours de la dette qui passe de 45 à 35 milliards. 3 milliards de francs CFA versés aux impôts, près de 2 fois le cumul de 2015 à 2017. Le Soleil précise que les résultats financiers au 31 décembre 2018 sont à mettre à l'actif du nouveau directeur général. Ainsi, les Échos écrit que Ababakar Sadir Bey efface Cheikh Kanté. Mais malgré ses performances, Direct Info fait savoir que le DG du port est sur siège éjectable. En cause, le journal cite entre autres des contrats bloqués, un recul sur les acquis sociaux, un bras de fer entre lui et le commandant de la direction portuaire, les syndicats qui l'accusent de dilapider l'argent à des fins politiques et Direct Info de conclure que le sabre du président Sall fera le reste. À la une de Source A, il est question de la fin du monopole dans la fourniture du pétrole brut à la Société africaine de raffinage. Le journal Source A informe que le marché du pétrole brut de la SAR vient de filer entre les doigts de Baba Diaw au profit d'un autre fournisseur, en l'occurrence Adax, dont l'offre de 180 millions de dollars a été de loin la mieux disante. En sport, Sud Quotidien révèle que le Sénégal remporte la première manche dans l'affaire de la fraude supposée sur l'âge des joueurs guinéens. Selon mon confrère, le jury disciplinaire de la CAF a fini par reconnaître la fraude suite aux documents fournis par la Fédération japonaise de football. En réaction, la Guinée a décidé de saisir la commission recours de la CAF. À la une de Record, le Sénégal se prépare à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se tenir en Égypte. Mais comment? Réponse du journal. Prospection au Caire ce samedi, remise du drapeau national le vendredi 7 juin. À vos kiosques et bonne lecture. La revue de presse qui referme ce grand journal. Un autre journal s'ouvre, celui du Ramadan, Tariq Ramadan. Salam Nafissatou. Salam Binta Diallo. رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Tariq Ramadan, l'actualité du Ramadan. Les jeux de hasard bannis par la religion musulmane et encore plus pendant le mois béni du Ramadan. Seulement, nombreux sont ceux qui y jouent encore. Les salles de jeu ne désemplissent pas, même si certains parieurs ont décidé d'observer une pause le temps du carême. Reportage Laobé Diagne. À la rue 15, angle Blaise Diagne, un point de vente Lonase. Ici, les uns jouent au PMU, les autres parient au football. Cet homme, sous le couvert de l'anonymat, tient le programme du PMU en main. Il nous fait savoir qu'il vient jouer tous les jours. Il nous fait savoir que les parieurs viennent à compte-gouttes. Il ajoute que le jeu de hasard est banni par la religion, mais assume tout de même son choix. Nous avons opté de jouer le PMU de façon définitive. Si nous avons opté de jouer le PMU, arrivé jusqu'au mois de Ramadan et que nous coupons ce jeu et après le Ramadan nous continuons à jouer, vraiment on ne peut pas tromper le bon Dieu sur ça. Les parieurs ne viennent pas à 100%. Non loin de là, un autre parieur, un quinquagénaire. Il nous fait savoir qu'il passe toute la journée à jouer. Un vice pour lui-même s'il est conscient que le jeu de hasard est interdit par sa religion. C'est un vice quoi. C'est la passion qui domine. Et on veut gagner. Actuellement, je suis venu pour gagner, mais j'ai perdu beaucoup. Et on regrette. Vraiment, c'est strictement interdit par la religion musulmane. Selon Aliou Bokoum, vendeur de tickets, leur chiffre d'affaires n'a pas du tout grimpé en ce mois béni de Ramadan.
Les clients viennent petit à petit durant ce mois béni de Ramadan. Et si tu vendais par exemple 100 000 francs, maintenant tu vends 80 000 francs par jour. Et si c'était 200 000 francs, tu vends 100 000 francs CFA. Parfois, on peut avoir un eau partant et que les parieurs misent sur ça. C'est ce qui te permet de vendre un peu plus. Mais à quel moment Au Sénégal, on note une multiplication des points de vente loterie. Jeunes et vieux s'y adonnent régulièrement, tout en sachant être en marge de leur religion. Laobé Diagne est le point de vue de l'islamologue sur ces jeux de hasard avec l'écrivain et conférencier l'imam Ahmadou Maktar Kanté de la mosquée de Point-E qui rappelle à l'ordre les adeptes de ces pratiques. Imam Kanté est avec Koumba Sandiane Faye. Déjà, c'est des types de jeux de hasard qui sont même en principe interdits, même en dehors du jeûne, parce que c'est interdit en termes de pratique de hasard. Donc, même en dehors du jeûne, c'est interdit. Donc, maintenant, le faire encore en période de jeûne, je pense que c'est montrer vraiment qu'on ne comprend pas l'esprit du jeûne du mois de Ramadan, qui est un esprit d'abstinence, et donc éviter tout ce qui est consommation futile, n'est-ce pas? Donc, maintenant, comme je ne pourrais pas dire que le faire, c'est quelque chose qui va invalider le jeûne, mais en tout cas, ça diminue l'importance, n'est-ce pas, et la signification du jeûne. Comme je l'ai dit déjà, nous avons des références très claires qui interdisent, n'est-ce pas, les jeux de hasard. À la fin du verset, les jeux de hasard sont associés à l'alcool, à des pratiques divinatoires. Donc, leur interdiction est claire puisque le verset dit abstenez-vous-en pour être bienheureux. Donc, dans l'au-delà. Donc, maintenant, le jeûne, c'est une école de maîtrise de soi, d'abstinence. Donc, il faut se donner, n'est-ce pas, la capacité spirituelle de tourner le dos à ce genre de pratique parce que le jeûne, c'est une façon de prendre le pouvoir sur ses passions. Je lance l'appel pour profiter du jeûne, au contraire, et s'éloigner de ces pratiques qui sont souvent des pratiques qu'on fait en dehors du jeûne. Mais le jeûne, c'est une opportunité pour s'en débarrasser. Ramadan pour les fumeurs, c'est très difficile, avouent certains. Non, tout dépend de la mentalité, confient d'autres. Cependant, tous sont unanimes. La cigarette, ce n'est pas bon et il faudrait mieux se sevrer. Voyons tout cela avec le reportage réalisé par Ouri Diallo. Dans cet atelier de menuiserie à la Médina, il y en a beaucoup qui fumaient. Certains ont arrêté, mais d'autres continuent. À la question de savoir comment ils vivent ce carême musulman en tant que fumeurs, voici leur réponse. Comment vous gérez tout ça, le ramadan là? Non, ça ne me dérange pas, hein, vraiment. Dans mon côté, comme si rien n'était. Le tabac, on ne lui pas rien, quoi. On sent un manque. Quand on a l'habitude de fumer tout le temps, et que le mois de Ramadan est là, déjà, ça pose des problèmes. Parce qu'on est en manque. Alors là, vraiment, t'as le sommeil, t'es fatigué, tu vois, c'est pas facile du tout, c'est un peu difficile. C'est que pour l'un de nos interlocuteurs, c'est la mentalité qui fait la différence. Pour lui, tout se joue dans la tête. Demande tout le monde ici, hein. Parfois, je vais rester 2-3 jours, je ne fume pas. Donc, parfois, j'ai mis 2 paquets là-bas, je fume. J'ai envie. Vous fumez quelle cigarette là? Marlboro, seulement Marlboro. Rouge. Oui, rouge aussi. Pas de bleu, excellent ni non, Marlboro seulement, je t'assure, c'est sûr. Voilà. C'est vrai que tout se joue dans la tête, reconnaît cet autre fumeur trouvé près de la corniche. Mais pour lui, il y a un gros détail qu'il ne faille jamais oublier. Il y en a qui disent aussi qu'à l'heure de la rupture, ils ne pensent qu'à la cigarette. Est-ce que ça vous arrive? Effectivement. Dès qu'on prend un café, automatiquement c'est le tabac. Et automatiquement c'est des vertiges après. Parce que tu ne tiens pas. Une fois que tu fumes, tu as des vertiges. Bon, et puis bon, ça continue. Donc, et là, on aime ça, comme ça. Ah, mais on est habitué. Nos interlocuteurs partagent le même souhait, arrêter de fumer. Depuis le début du Ramadan, de nombreux vendeurs de café Touba ont vu leur activité plombée. Et pour cause de la distribution de kits Ndogu à Rufisque pour ne pas aller au chômage, eh bien, les vendeurs de café Touba se sont lancés dans d'autres secteurs, comme par exemple la vente de dattes. Abdou Diouf Diagne, reportage. Dame Khouma a quitté son Bawal natal pour venir à Rufisque vendre du café Touba. Actuellement, son commerce est frappé de plein fouet par le Ramadan. Ainsi, de nombreux bénévoles distribuent des dosettes de café à l'heure de la coupure du jeûne. Actuellement, on a rangé nos bagages en attendant la Korité. Vous savez, pendant le Ramadan, beaucoup distribuent du café Touba. Des fois, ils nous retrouvent même dans nos lieux de vente pour donner du café Touba aux jeûneurs. Cela constitue un frein pour notre commerce parce que les gens n'achètent pas s'ils voient qu'ils peuvent avoir du café Touba gratuitement. Pour ne pas aller en chômage technique, lui et beaucoup de ses camarades se sont reconvertis dans la vente de dattes, un nouveau business qui leur permet de gagner quelques sous.
Maintenant, nous nous sommes lancés dans la vente de dates. D'autres sont dans les usines ou dans d'autres activités qui leur permettent de gagner quelque chose. C'est pour un laps de temps. On vend les dates à nos clients de Café Touba qui nous soutiennent vraiment. Même si c'est difficile pour eux en ce moment, les vendeurs de Café Touba saluent l'acte posé par les bénévoles. Ils donnent rendez-vous à leurs clients après le mois béni. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. C'est tout pour votre rubrique d'aujourd'hui, Tarikh Ramadan, l'actualité liée aux jeunes. Merci à Georges Détidiop pour la réalisation, Aliouba pour la technique, Nafissatou Sila était à la présentation. De suite, place à Allo Présidence, Ramadan Moubarak.